Salut à tous, bienvenue dans ce Wingmaster Débrief, un contenu enregistré chaque semaine. Vous en avez l'habitude, c'est ou du live ou de l'enregistrer. On a pas mal de choses à vous dire aujourd'hui avec Jérôme Cano, votre expert que vous allez retrouver dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est bien, c'est sympa pour nous soutenir. Abonnez-vous, likez, cliquez sur la petite cloche pour être informé des nouveaux contenus. Période estivale, donc il va y avoir moins de contenu. On va attendre qu'il fasse à nouveau mauvais, froid, qu'on soit reconfiné. Non, surtout pas. Pour relancer des lives et plein de contenus. Donc là, on arrive sur la saison estivale et on va vous apporter des conseils. Jérôme va vous donner des conseils si vous débutez le parapente, si vous commencez, si vous avez envie de vous y mettre. Vous allez découvrir plein de choses hyper intéressantes. Restez attentifs, restez avec nous. Ça commence juste après ce générique. Et salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Merci une fois de plus d'être là, Jérôme, en tant qu'expert Wingmaster. On le rappelle, Wingmaster, c'est une masterclass. On va en parler dans quelques instants. Vous avez toutes les infos sur wingmaster.top. Mais puisqu'on est là pour parler de comment débuter, bien débuter en parapente, on va d'abord s'intéresser à ça avant de parler des outils indispensables. Jérôme, quand on a envie de faire du parapente, quels sont tes conseils pour s'y mettre? Comment on débute? Comment on apprend le parapente? Alors, on peut avoir envie de voler pour plein de raisons différentes, parce que c'est un rêve de voler, parce qu'on a des amis ou la famille qui volent déjà. On est curieux de cette activité. Alors, si on sait vraiment pas que ça nous attire, mais qu'on a plein de questions, par exemple, démarrer par un biplace, un vol en biplace avec un moniteur va vous permettre déjà d'avoir une idée beaucoup plus précise de ce qu'est le parapente. Comment ça fonctionne, vous allez même pouvoir piloter en l'air, donc ça va donner une bonne image, ça va concrétiser un peu les idées qu'on a sur le parapente et en gros, déjà faire la différence avec le parachutisme. On va s'apercevoir qu'on vole et qu'on ne chute pas. On va s'apercevoir qu'on peut monter dans les ascendances, on peut s'apercevoir qu'on a un pilotage assez simple. On va s'apercevoir qu'on peut rester en l'air. Voilà, donc plein de trucs qui vont titiller sûrement l'envie d'aller plus loin, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, ensuite, après ce biplace, si ça confirme qu'on a envie d'aller voir plus loin, c'est-à-dire concrètement faire ses premiers grands vols en solo, sous une voile, et bien là, c'est pas très compliqué. Il faut vous inscrire dans une école professionnelle qui va vous permettre d'aborder, d'apprendre, de vous former pour arriver au premier grand vol solo. En général, je ne vais pas généraliser pour toute l'école, mais pour toutes les écoles, tous les fonctionnements des écoles, on va dire plutôt en montagne, ça va être des stages soit sur 2 week-ends, soit sur 3 jours, soit sur 5 jours, normalement, en fait, ce qui se fait de manière le plus classique. Les premiers jours, 2 ou 3 jours vont être consacrés à ce qu'on appelle la pente-école, apprendre à gonfler son parapente, apprendre à courir dans la pente pour avoir les premières sensations de portance où on sent la voile qui nous soulève. Là, on est sur des pentes très faibles, hein, donc on va apprendre à cavaler, à se déplacer, à piloter sa voile au sol. Ensuite, une fois que ce gestuel minimum du gonflage-décollage est acquis, on ne demande pas d'avoir un geste parfait, mais d'avoir le gestuel minimum qui va pouvoir nous permettre de continuer pendant ce stage. On peut ou pas, suivant les écoles, peuvent vous proposer un biplace pédagogique, c'est-à-dire faire un vol à deux avec le moniteur ou la monitrice. Vous allez piloter là le biplace et vous allez faire à deux le vol que vous ferez tout seul le lendemain ou le surlendemain. Donc ça, c'est pas mal, ça permet d'enlever pas mal d'appréhension, mais le biplace pédagogique, à ce niveau-là, n'est pas indispensable. Certaines écoles vont le proposer, d'autres non. Voilà. Et ensuite, ce qui est important, vous allez avoir un moniteur en haut ou une monitrice et pareil en bas, l'atterrissage. En haut, décollage et à l'atterrissage, vous serez en liaison radio
Le vol sera préparé à l'avance puisque pendant ce stage, vous avez un apport pratique et un apport théorique. L'apport théorique avant le premier vol, c'est ce qu'on appelle le plan de vol. Vous allez décoller, on va vous expliquer ce qu'il y a à faire pendant le vol, ce que vous allez vivre, etc. pour faire. Le premier vol solo correspond à une grande descente en volant, planant, qui part du point de décollage et qui va jusqu'au point d'atterrissage. Et ce qui est extrêmement important, en air calme. Ça ne bouge pas en fait, on fait que planer et descendre. Ça sera le premier vol. Et vous êtes en guidage radio. Donc les moniteurs, en haut et en bas, vont pouvoir vous donner des informations, vous guider plus ou moins en fonction de votre appréhension, etc. Et vous allez comme ça démarrer votre premier grand vol solo. Euh, et ensuite, vous allez continuer pendant le stage d'autres vols solo, parce que ce qui sera important, c'est de voler en air calme, en fait. L'objectif n'est pas du tout de rester en l'air, ça ne va pas du tout bouger, etc. C'est vraiment de descendre en volant. Ça sera la première approche, en fait, du vol en parapente. Ce stage, vous pouvez le faire avec deux types de voiles, en fait. Soit vous faites en voile classique, soit vous pouvez aussi faire ce stage en monopo, c'est-à-dire c'est des monosurfaces, c'est des voiles qui sont plus légères et qui sont plus faciles d'accès. On arrive en vol beaucoup plus rapidement. C'est Ce ce qui que est j'allais te dire, extrêmement Jérôme, important, on en c'est voit beaucoup des stages monosurface que maintenant, et l'idée même est de dire ça, c'est facile, on peut apprendre facilement et se mettre à être en autonomie assez rapidement. Qu'est-ce que tu alors, en penses oui de et tout non, ça? c'est-à-dire que l'apprentissage est un peu plus rapide, mais il y a un contexte très particulier, c'est qu'il faut absolument que l'air soit calme, en fait, que ce soit très calme. On apprend avec ça de manière un peu plus rapide. On peut enchaîner plus de vols, on peut être un petit peu plus tôt au décollage et faire plus de vols balistiques, on va dire. Donc, on a un apprentissage avant les premiers vols qui va être un peu plus aisé, un peu moins physique qu'une voile classique. Donc, on imagine une semaine où vous allez, que ce soit en monopo ou que ce soit en voile classique, vous allez faire quelques vols. Alors, on ne vous propose pas un nombre de vols à l'avance, on ne sait pas puisque ça dépend des conditions. Donc, vous allez pouvoir faire 2 vols, 5 vols, 8 vols. Ça va dépendre des conditions aérologiques sur 5 jours. À la fin de ce stage, comme vous avez touché un petit peu plus de manière concrète ce qu'est le vol en parapente solo, vous allez vous dire, voilà, ça me plaît. Alors, il faut que je continue à me former. Et à partir de là, vous allez vous orienter peut-être, soit continuer avec de la monopo, soit, si vous avez fait en monopo, basculer sur des voiles classiques. Voilà, vous allez choisir en fait, vous allez pouvoir choisir. Ce qu'il est important Et bien de... sûr, Oui, Jérôme, vas-y. et bien sûr, on continue à se former en fait. Le premier stage, les premiers vols, c'était pour vous rendre compte de ce que c'est en volant seul, en guidage radio, et vous permettre de décider ou de choisir si c'est un truc qui vous fait kiffer, que vous allez continuer ou pas en fait. C'est ce que Et j'allais si te vous dire, avez envie de c'est continuer, ce qui est important, c'est que c'est un stage de 5 jours, on ne sait pas voler, c'est ah ben non, vraiment une initiation pour savoir si on a envie de voler ou pas. de D'ailleurs, se former, il y a pas mal de gens qui exactement. abandonnent à ce moment-là, enfin pas mal, il y a une Alors, partie des gens qui exactement. abandonnent ou qui ne se sentent pas ou pour qui ça ne convient pas, hein. Exactement. C'est pour ça qu'on appelle aussi ça un stage découverte. On découvre le vol, mais on le découvre en volant vraiment. Donc, c'est un côté assez extraordinaire. Et à partir de là, comme vous allez avoir différents messages, vous allez vous rendre compte de ce qu'il faut faire, comment il faut vous impliquer dans la formation, etc. Vous allez choisir en vous disant, par exemple, je vous donne différents profils. Moi, ça m'a plu, mais ça ne m'intéresse pas de continuer. Ou peut-être que je referai un stage de 5 jours de découverte l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Ça peut être, ça m'a plu, j'ai envie d'aller voir un peu plus loin, d'aller toucher un peu plus d'autonomie, en fait, donc, il faut que je vole plus, toujours en stage, encadré avec 2 moniteurs et vous allez peut-être refaire un stage dans l'année, voire 2 et vous allez comme ça monter en volume de vol, faire de plus en plus de vols et ensuite, voler changer de site. Vous allez pouvoir, peut-être voler dans des conditions un petit peu plus fortes, améliorer, faire progresser votre pilotage. Donc vous allez comme ça progresser, évoluer dans votre pratique parce que vous avez envie d'être pilote autonome. Et dans cette formation-là, vous allez aussi peut-être aussi vous orienter vers des pratiques différentes puisque en parapente, on peut faire de la voltige, on peut faire du voyage, on peut faire des marchés-vols, on peut faire du paralpinisme, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas trop le choisir au début. Il faut Alors le c'est savoir, il sûr faut qu'au le début, on pratiquer. peut venir au stage parce qu'on rêve
de monter en courant et puis de redescendre avec une monopo de 1 kg, par exemple. On peut aussi rêver de faire de la voltige, de faire des figures. On peut aussi rêver de se déplacer ou simplement de voler dans des endroits magiques en voyageant. Donc, au début, on a des idées ou des rêves qui nous font venir voir ce qu'est le parapente, on le découvre et ensuite, on va confirmer ou pas l'orientation qu'on choisit, en fait. Donc, c'est plutôt un truc de longue haleine, hein, C'est ça, la ce que formation de j'allais te parapente. dire, Jérôme. Souvent, on dit c'est un sport à progression lente. C'est ça Tout à qu'il fait. faut bien comprendre parce qu'il y a des messages, on en voit souvent passer sur Facebook, de gens qui disent tiens, cet été, je pars voyager, machin, j'aimerais bien apprendre le Mmh. parapente pour après aller faire des vols. Mais on Oui, peut pas apprendre en 15 jours. On peut apprendre en 15 jours à voler, mais être en autonomie et avoir découvert toutes les c'est pas sensations, possible, les risques, parce que c'est un sport aérien, hein, c'est-à-dire il bien faut sûr. rappeler que s'il se passe des trucs en l'air et qu'on ne les a pas vécus avant, on peut pas les inventer et on peut pas appuyer sur le Tout à bouton fait. stop, hein. C'est exactement, c'est pas inné, donc il faut bien apprendre. Mais c'est ça où là, on est confronté à quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que c'est l'engin volant, non motorisé le plus léger, le plus accessible, ça pèse 10 kilogrammes. On peut voler assez facilement. Donc c'est ce côté accessible, mais en même temps progression lente, il faut se former pendant longtemps, en fait. Donc ça se confronte un peu ces 2 idées, quoi. Donc en gros, on peut accéder très vite au vol avec un encadrement qui s'occupe de vous, qui choisit les conditions pour vous et on vous met en l'air et puis vous faites vos premiers vols en air calme et après une autonomie, on vole en aérologie. Après, ce qui fait rêver, rester longtemps en l'air, se balader, et cetera. Ça, il faut apprendre en fait, ça prend du temps en fait. Donc c'est une progression lente, mais c'est pas très long. On se retrouve très tôt en l'air, donc ça permet aussi d'apprendre en volant. C'est ça la différence. C'est aussi un point important. Donc c'est un truc, oui, une progression lente, mais on y accède très vite, mais après ça dure longtemps. Après, Il faut apprendre, il faut prendre c'est le temps ça. d'apprendre. Il y a la problématique aussi qu'on n'est pas comme à l'auto-école avec quelqu'un à côté de soi qui nous montre Tout ce à qu'il fait. faut faire. On est tout seul, on est confronté à des sensations qu'on n'a jamais eues, on est confronté à la troisième dimension. Voilà, il y a plein de nouveautés, il faut que le cerveau s'habitue et Tout c'est ce à que tu fait. dis, il faut se former. Donc on peut après aussi faire des petits vols tout seul, Mmh. mais il y a l'importance d'être en lien toujours avec des professionnels. On peut pas progresser sans l'aide de professionnels qui vient avoir ce regard extérieur, Jérôme, c'est ça l'idée? Ah ben, au début, parce qu'il faut quand même il faut avoir des connaissances en fait et alors des connaissances techniques, c'est-à-dire emmagasiner, des expériences. Donc là, c'est mieux d'être encadré pour que le pilotage devienne entre le décollage, l'atterrissage, le pilotage, on acquiert des expériences, donc on crée des automatismes et surtout la connaissance de l'environnement, c'est le plus gros point en fait. C'est sûr que voler en air calme, c'est pas très compliqué. Si l'air est calme, on descend en volant, on va dire que c'est quelque chose d'assez accessible en une vingtaine de vols, une trentaine de vols, encadrés. On peut arriver à être autonome en air calme sur un site connu, un site simple en fait. Ça va. Le problème, c'est que la plupart des gens qui continuent à voler ne souhaitent pas rester dans ces vols en air calme. Ils veulent plus, mais à juste titre, hein, rester en l'air, se déplacer. Donc, ça demande de voler dans des aérologies plus du tout calmes, mais plus turbulentes, en fait, pour bénéficier des ascendances. Et c'est là où il faut continuer à apprendre parce que la connaissance, l'observation de l'environnement, être capable de renoncer parce que les conditions ne sont pas bonnes pour vous alors qu'il y a des gens en l'air, voilà un critère qui est compliqué à mettre en œuvre en fait. Le renoncement de voler parce que les conditions ne sont pas bonnes alors que vous voyez plein de monde en l'air et qu'il y a du soleil. C'est ça, Donc parce qu'on n'a pas on tous ressent le de la même niveau. frustration. Voilà, on n'a pas Voilà, tous le même niveau. C'est pas comme en voiture, exactement. effectivement, où on a appris et on a tous voilà, la connaissance du code de la route et de la conduite. Après, Minimum, on peut voilà, prendre une Porsche ou une Twingo, c'est la même chose. Là, en parapente, c'est pas du tout ça, hein. Il y a tout à fait. les voiles, les techniques sont pas les mêmes et les conditions, en fonction des conditions, on ne vole pas du tout de la même façon. Il Voilà, faut bien ça prendre c'est conscience de ça, hein. je pense le point le plus important, c'est la connaissance de l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Je vous donne un exemple pour faire un parallèle. Heu, Vous venez d'apprendre à nager dans une piscine, hein, vous imaginez bien une piscine, il n'y a pas personne qui fait de bombe, c'est à 7 heures du matin, l'eau est toute calme, transparente et cetera. Puis vous avez appris dans cet environnement-là avec un encadrement. Voilà, vous avez les premières bases de la natation, base simple, c'est-à-dire vous coulez pas et vous vous déplacez. Vous vous déplacez ensuite en bord de mer
Et en bord de mer, vous allez déjà avoir un visuel sur l'environnement qui est très différent. En bord de mer ou au bord d'une rivière, vous allez voir que ça bouge, que c'est peut-être pas transparent, que la température de l'eau peut varier, et cetera, qu'il peut y avoir, si vous êtes dans une rivière, des obstacles, des rochers, des trucs comme ça. Donc d'un coup, si on voit une rivière qui est très agitée, avec de l'eau un peu boueuse et tout, l'environnement va vous dire: «Bon, vu mon niveau en natation, je vais peut-être pas aller dans l'eau, c'est peut-être un peu risqué». Donc là, vous avez une observation visuelle qui va tout de suite vous donner une information et vous permettre de choisir. Vous allez en bord de mer, c'est tout calme, vous avez envie de vous baigner, ça pose pas de problème, vous avez pied. Vous revenez le lendemain, il y a des grosses vagues, la mer est grise, il y a beaucoup de vent, et cetera. On est pourtant au même endroit, mais l'environnement a évolué et vous avez l'information visuelle qui vous dit: «Peut-être là et peut-être pas y aller parce que je suis pas un crack ou une crack en natation, je vais peut-être pas aller dans cet environnement, ça va pas m'aider». Alors Donc qu'il y a quand on peut-être arrive en d'autres nageurs, parapente sur un et alors qu'il y oui. a peut-être d'autres nageurs qui le font, eux. Voilà. Et alors qu'il peut y avoir des gens dans l'eau. Mais là, le visuel vous rassure, en fait, vous permet de choisir. Si vous êtes sur un décollage, par exemple, il peut faire très beau, vous ne voyez pas la différence de l'environnement qui est devant vous parce qu'il est transparent. Peut-être qu'il y a pas beaucoup de vent, mais la masse d'air que vous voyez, sans prendre d'informations ou sans connaître ce que vous pouvez regarder ou prendre comme information, ça bouillonne, en fait. Et vous n'avez pas l'expérience, puisque vous avez que quelques vols, vous n'avez pas l'expérience de voler dans quelque chose qui bouillonne, en fait. Le problème, c'est que vous ne le voyez pas, vous n'êtes pas capable de le voir parce que c'est trop tôt dans votre formation. Donc là, si vous vous mettez en l'air parce qu'il y a d'autres gens en l'air, parce qu'il fait beau, et cetera, vous vous mettez en danger, en fait. Donc la connaissance de l'environnement, faire le lien entre comment est l'environnement et vos capacités techniques ou vos connaissances théoriques, ça, c'est important. C'est surtout ça la formation, en fait. Être D'accord, Jérôme. capable de connaître votre niveau et d'observer l'environnement. Il y a une autre problématique aussi. Souvent, quand on débute, on se dit: est-ce que j'achète mon matos Mmh. avant d'aller voler? Est-ce qu'on va me le fournir? Ou est-ce qu'après le premier stage, j'achète mon matériel et comme ça, je vais commencer à pouvoir voler tout seul? Ou est-ce que plutôt, comme tu le disais tout à l'heure, bah, je fais un premier stage et puis je préfère garder de l'argent et faire un deuxième stage, puis un troisième, et puis on verra pour le matériel? Est-ce que c'est important d'acheter son matos tout de suite? Ah non, pas du tout. Ce qui est important, la priorité au départ, c'est la formation, c'est pas le matériel. En sachant que dans les formations, le matériel est fourni, en fait. Vous arrivez, en short, en pantalon, avec votre sourire et et votre curiosité, en fait, votre envie, votre motivation. Et après on va s'occuper de vous au niveau matériel, au niveau apprentissage et tout. Donc il y a 2 trucs, ça sert surtout à rien d'acheter votre matériel parce qu'il y a tellement de matériel sur le marché, vous n'allez pas savoir lequel choisir. Donc autant attendre des premiers vols, commencer à avoir des informations qui seront aussi sur le matériel et ça va vous permettre de choisir, d'être aiguillé, de ne pas faire d'erreurs. Et le deuxième truc aussi que je souhaite dire, c'est que ça sert à rien de vous entraîner avec des potes avant le stage si vous n'en avez jamais fait. Parce que le risque, c'est déjà, même si vos amis sont bienveillants pour vous montrer un peu de gestuelle, vous risquez d'emmagasiner des automatismes qui ne sont pas adaptés en fait, des petites habitudes, et cetera. Et on va passer la première journée à vous enlever ces automatismes ou ces gestes que vous avez acquis, mais qui sont pas, pertinents, qui sont pas judicieux, qui sont pas justes, donc on va passer un peu de temps à les enlever. Donc arriver comme ça, arriver, Les mains frais dans les comme des poches. gardons, curieux quoi, voilà. Voilà. Et ensuite ça ira plus vite en fait, la formation puisque vous serez, novice avec, les yeux grands ouverts, voilà. Et un dernier conseil, Jérôme, pour les gens qui se forment, qui ont déjà fait une formation, et c'est aussi, voilà, vous le voyez, la wingmaster.top, c'est écrit en dessous de nous, et la chaîne s'appelle Wingmaster. Wingmaster, c'est une masterclass, et par exemple avec Jérôme, on a enregistré pendant 2 ans toutes les techniques du parapente en vidéo, 21 épisodes, 11 heures de vidéo. Vous avez là la somme de tout ce on doit connaître et savoir en parapente. Alors quand on débute, on n'en a pas forcément besoin de tout, mais c'est intéressant d'avoir ça pour ancrer les messages qu'on vous a donnés. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu en vol, ben, il n'y a aucun moniteur qui vous l'a montré réellement, ce qui se passe en vol, il vous l'a montré au sol. Mais là, vous avez Jérôme qui a été filmé en vol avec jusqu'à 8 caméras. Donc on a toutes les techniques. Ça, c'est un outil ultra moderne. Jérôme, c'est tout nouveau. On est les seuls à le faire. Il y a des tutos qui existent, mais là, tout est rassemblé au même endroit, et surtout, il y a ces 11 heures de vidéo et toutes ces caméras. Voilà, ça, c'est un outil important.
Ça peut être un outil, j'allais dire même extraordinaire parce que c'est très visuel. Donc vous pouvez, le but, c'est pas de regarder, la masterclass avant d'aller en stage, mais vous pouvez regarder pour avoir une idée de ce que peut être une progression. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est vraiment de partir du tout début, c'est-à-dire du pliage du parapente, le gonflage en air calme, le vol en air calme et tout jusqu'au à faire du cross, en fait, et du pilotage, en fait. Donc ça ratisse très large sur, on va dire 90 de la pratique parapente. Ça peut vous servir après votre formation pour avoir un support technique et visuel pour, pour ajuster, pour revoir ce que vous avez fait, pour comprendre ce que vous avez fait. Parce que pendant un stage, on ne peut pas vous balancer autant d'infos que ça, parce qu'on est obligé un petit peu de choisir quand on est en stage en fonction des conditions et tout, en fonction du contexte. Là, il y a pas de contexte, là, on met tout ce qu'il y a tout ce qui est possible en parapente, tout est là, en fait. Si vous faites un stage découverte, pour vous donner une idée, vous allez utiliser à peu près 10-15 de la masterclass par rapport à ce qu'elle vous offre, au niveau de l'apport technique. C'est-à-dire qu'il en reste énormément à côté que vous allez aborder au fur et à mesure de votre progression. Donc ça peut être un très bon support parallèle à votre formation et ensuite à votre pratique individuelle. C'est quand vous aurez fini de vous former et que vous volerez de manière autonome, vous utiliserez encore la masterclass parce qu'il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à réviser, et cetera. Parce que là, comme on l'a dit, la progression est lente, quoi. Ouais. Bien sûr, il y a pas mal de gens qui ont plein d'années d'expérience et qui Bien reviennent sûr, revoir des vidéos parce que les techniques, elles ont ça évolue. évolué, parce Ouais, que voilà, on a oublié aussi des façons de faire et exactement. on revoit des choses en disant ah tiens, il faut bloquer la voile comme ça quand il se passe ça ou voilà, ça, il y a Donc, plein d'apports. parce que le matériel évolue, parce que le pilotage évolue, parce que aussi en tant que pilote, on évolue. Si on a appris une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, on peut se demander, tiens, j'en suis où? Faire un peu un check de nos techniques, parce que des fois, on n'utilise pas toutes les techniques. Et donc là, ça permet, voilà, de savoir un petit peu où on est avec un discours moderne, avec du visuel, en fait, parce qu'on voit exactement ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est une grande richesse, en fait. Et pour Et oui, Jérôme, et pour conclure, le message pour tous les futurs pilotes qui nous regardent, c'est formez-vous, formez-vous, formez-vous. C'est ça le message, c'est important ah bah, c'est de le redire. indispensable. C'est-à-dire que l'apparente facilité d'accessibilité, des fois, noie un petit peu le fait qu'il faut se former. Ça paraît évident qu'il faille se former pour faire de la plongée, pour faire du parachutisme, pour faire, je ne sais pas, du VTT de descente. Il faut une formation pour faire de l'escalade, pour faire du ski. Ça paraît évident qu'il faille se former parce que peut-être qu'on a une vision, de l'activité un petit peu plus, sur ces activités dont je viens parler, un peu plus techniques. Là, ça paraît évident qu'il faut se former, mais en parapente, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est pas le fait qu'on ait une accessibilité importante que ça enlève la formation, en fait. Et la formation se fait tout le long de la vie d'un pilote. C'est-à-dire que même après être formé sur plusieurs semaines, avoir fait 80 vols, par exemple, en formation, je vous donne une idée, on peut voler pendant un an, par exemple, et puis revenir pour faire, par exemple, un stage cross, pour faire un stage de pilotage, pour faire un stage de voltige, pour aller voler en voyage, pour découvrir d'autres matériels, pour voler avec des guides en montagne. Voilà, il y a plein de formules, On ensuite découvre pour continuer à progresser, toujours pour quelque découvrir chose. d'autres Ouais, activités. même refaire un stage, moi je vois très bien Bien sûr, aller et même changer d'instructeur, de changer d'école, etc. On exactement, découvre changer de site. toujours des Voilà. nouvelles choses, voilà, des problématiques, des contraintes, et c'est vrai qu'on est Et la tout le question temps en qu'on train peut aussi se d'apprendre. poser, tu vois, dans ces informations qu'on vous donne, c'est comment vous faites la première démarche aussi. C'est à l'endroit où vous êtes, en fait. Si vous habitez déjà en région de montagne, vous cherchez simplement, sur le net, vous cherchez école de parapente à l'endroit où vous êtes. Vous allez voir que, si vous allez vous rendre compte que finalement, il y a pas mal d'écoles autour de vous. Si vous habitez loin de sites de vol, pareil, vous faites une recherche école de parapente pour apprendre. Là, on a parlé beaucoup de la formation en montagne, mais vous pouvez très bien apprendre en plaine aussi. En plaine, c'est-à-dire sans montagne, et il y a d'autres techniques pour apprendre, ça s'appelle le treuil. On va vous aider à voler, à gonfler, à accrocher un câble très loin qui peut faire 800 mètres, 1 kilomètre, et ça va vous permettre,
on va vous monter en hauteur, ensuite vous vous décrochez du câble et vous volez. Donc ça permet aux gens qui habitent en plaine d'apprendre en plaine sans avoir besoin de se déplacer en montagne, en On fait. peut Donc ça, apprendre c'est un partout, des la montagne, la plaine, le bord de mer, tout est possible. ça On peut voler et il y a partout. aussi le bord de mer, c'est-à-dire qu'on peut aussi apprendre en bord de mer avec une masse d'air différente. Il n'y a pas beaucoup de relief, mais on a une masse d'air laminaire. On apprendra avec du vent, en fait. Voilà. Donc, il y a plein de manières d'aborder le vol libre. Régalez-vous. Il n'y a pas une manière qui est mieux que l'autre, mais si vous avez envie, faites le premier pas, en fait. Et Voilà. après, petit à petit, vous saurez ce qui vous plaît, quoi. Allez tester au moins, faire un week-end ou un premier stage pour aller découvrir le parapente, comme le disait Jérôme, que ça soit en biplace et puis après pour voler tout seul. C'est un super sport, mais il faut se former, il faut être voilà, sérieux, attentif. C'est un sport aérien avec des éléments qu'on ne maîtrise pas. Merci Jérôme pour tous ces conseils pour les futurs pilotes. Et si vous êtes Merci à tous. Ouais. voilà, futur pilote, n'hésitez pas à poser vos questions à Jérôme dans les Bien sûr. commentaires, à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez vous abonner à Wingmaster, vous aurez un lien direct avec Jérôme parce qu'il y a aussi toute une communauté de gens qui posent des questions, qui se parlent et qui s'entraident. Donc c'est aussi ça la communauté Wingmaster. Donc rejoignez-nous sur wingmaster.top. Et puis voilà, vos questions à Jérôme sont les bienvenues. Il vous répond très vite. Merci Jérôme pour toutes ces informations. On vous souhaite de bons vols, une bonne découverte du parapente, un bon été. Et puis on se retrouve très vite, Jérôme. Et je rajouterai juste un truc. On a beaucoup de gens des a priori sur le parapente par rapport au risque, au danger, faire un parallèle avec la chute, le base jump, etc. Mettez vos a priori de côté. Allez voir, allez tester, faites un biplace, vous allez voir ce que c'est. Même si on a le vertige, on n'a pas le vertige en l'air. Ouais. Voilà, plein d'a priori, de méconnaissances comme ça. Allez jeter un coup d'œil, vous allez vous régaler. Il faut tester. Quand on est en biplace, en tout cas, il n'y a aucun risque. Allez, merci Jérôme, à très bientôt et à très bientôt sur la chaîne Wingmaster Débrief. Salut à tous. Bye bye.